Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission 100 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision, la LCA. J'ai l'immense plaisir de recevoir un invité hors pair, j'allais le dire ainsi, puisqu'il est né le 24 octobre 1971 et il est le troisième fils d'une famille de 5 enfants. On l'appelle communément Smoké, de son vrai nom, Serge Bambara. Il fait partie du groupe Le Balai Citoyen avant-gardiste de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Mais après l'avènement du pouvoir du mouvement pour le peuple et le progrès, le Balai Citoyen, d'après certains acteurs, avait disparu de la scène politique, ou si vous voulez, de l'actualité au plan national. Et contre toute attente, tout dernièrement, une conférence de presse a été organisée par le Balai Citoyen pour décrier la gouvernance actuelle du mouvement du peuple pour le progrès. Monsieur Serge Bambara Dismoké, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous disparu donc de la scène après l'avènement au pouvoir du MPP? Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vous qui le dites. Je pense que c'est plutôt une illusion d'optique. Bon, vous savez, l'opinion publique se nourrit très souvent d'affabulation, malheureusement. C'est le cas encore une fois pour nous. Sinon, nous n'avons point cessé depuis le début. Depuis d'ailleurs le début de la transition, y compris la fin de la transition et le nouveau pouvoir qui est en place, nous n'avons pas cessé d'interpeller, de conscientiser, de sensibiliser. De quelle manière? Mais de plusieurs façons. D'abord, le terrain de la lutte a changé, ce n'est pas le même, sauf à être de mauvaise foi. Les mêmes causes ne sont pas aujourd'hui celles-là qui guident, qui mènent à des effets. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un pouvoir qui est légitime, dans le sens où c'est le peuple burkinabé qui l'a voulu ainsi. Mais Blaise Compaoré n'était pas illégitime. Si. Bon, à mon sens, il l'était. Ça faisait quand même 27 ans qu'il gérait le pouvoir. Et donc, je crois qu'il y avait d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, et vu que ce sont des millions de Burkinabés qui sont intervenus, ça sous-entend que quelque part, cette légitimité a été, on va le dire, revenons à l'actualité. L'actualité, c'est la formation, comme je disais, la sensibilisation, parce que l'objectif, c'est de rafraîchir cette offre politique-là, de faire en sorte que cette conscience, que la jeunesse prenne conscience de son pouvoir. Parce que sinon, elle renforcerait son doute. Donc ce sont des actions qui n'intéressent pas forcément les médias. Les médias veulent nous voir sur le macadam. Mais quand il faut, on sait aussi mouiller le maillot. Alors, nous avons été à toutes les formes de manifestations sociales, en tout cas qui, d'une certaine façon, rejoignaient notre intérêt. Parce que nous avons aussi une ligne de fonctionnement au niveau du mouvement. Nous les avons toutes rejointes, y compris la dernière en date qui était la lutte contre la stigmatisation, la fameuse marche. Maintenant, nous travaillons sur plusieurs fronts. Nous avons un projet qui s'appelle AJP, qui est l'Alliance des jeunes parlementaires, qui est un projet qui est soutenu par Oxfam notamment, où nous avons entre 300 et 400 jeunes qui suivent des formations, qui sont sensibilisés à la question parlementaire, au fonctionnement même du Parlement. Et c'est des questions très intéressantes, voilà. Et je pense que ça apporte quelque chose de nouveau sur la scène politique. Nous espérons en tout cas que ces jeunes-là vont prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à s'engager fermement dans l'action citoyenne. Alors, donc, il y a aussi, place de la dénonciation, vous êtes maintenant dans la dynamique de la sensibilisation. Nous continuons de dénoncer. Confère la dernière conférence de presse que nous avons tenue il y a quelques jours, c'est pas que nous ne dénonçons pas. Il ne faut pas dénoncer pour dénoncer et sombrer dans le populisme. Il faut dénoncer parce que c'est objectif. Et il faut surtout dénoncer parce que vous pensez que ça peut apporter un changement, que ça peut apporter de l'eau au moulin et faire en sorte que les choses bougent. Manifester pour manifester, par exemple, devant la Sonabel, quand vous savez que c'est un problème structurel, c'est un peu politique. Voilà. Même si le Balai Citoyen mène des actions politiques, ce n'est pas de la politique politicienne. Dans ce sens que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'engranger des acquis et non pas de défrayer la chronique ou de lever des lièvres qui n'iront nulle part. Voilà. L'objectif aussi, c'est d'être pragmatique, de faire en sorte que toutes les actions que nous menons puissent amener un minimum de résultats. Parce que si on dit que la lutte libère, c'est que ça doit l'être. Si vous luttez et que vous n'êtes pas libéré, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez arrêter de lutter. Donc dans ce cadre-là, il y a aussi d'autres projets. Nous avons un projet d'interpellation des autorités, c'est-à-dire nous facilitons le contact entre les autorités en charge de la gestion de la chose publique et les populations. Vous voyez, c'est un projet aussi qui est soutenu notamment par Diaconia et ça fonctionne bien. Voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un lien entre ceux-là qui ont été élus et leurs élus.
Et donc nous servons un peu, si vous voulez, d'entreface, quoi, voilà, entre les deux. Oui, mais ce que beaucoup vous reprochent, c'est qu'il y a eu quand même des temps forts qui ont marqué la vie de cette nation. Et les uns et les autres, beaucoup d'acteurs n'ont pas entendu le ballet citoyen comme à l'époque de l'Ancien Régime. Je ne compare pas. Mais après Yacouba Isaac Zida, on a vu comment effectivement le MPP a amorcé avec son pouvoir beaucoup de grèves. Il y a eu la gestion de l'ancien Premier ministre Paul Kabachiba. Beaucoup ont décrié un peu sa façon de gérer. L'économie est à plat. Alors, on a eu beaucoup de manifestations. Les agents du ministère de l'économie et des finances et bien d'autres syndicats sont montés au créneau pour dénoncer effectivement cette gouvernance du MPP. Mais le ballet citoyen, c'était toujours tu. C'est ce que je dis, vous avez une oreille sélective. Sinon, pas sélective, mais vous faisiez moins de sorties. Ce ne sont que des déclarations, de petites déclarations. Je pense que c'est ça le blême aujourd'hui. Je pense que c'est à l'image. Beaucoup ont perdu espoir en vous. C'est ça la question fondamentale. C'est une possibilité. Je pense que quelque part. Mais pourquoi vous êtes laissé entraîner dans cet état de fait? Se laisser entraîner. Pourquoi vous n'êtes plus affirmé? Nous n'avons jamais dérogé à notre mode de fonctionnement, à notre route. Le ballet ne sort pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand nous sortons, c'est parce que nous avons des convictions que nous défendons. Au risque, faut-il le rappeler, à chaque fois, de notre sécurité et même de notre propre vie. On ne le fait pas parce qu'on est payé pour ça. On ne le fait pas parce qu'on suit un vent public qui dirait que ceci, cela. Il faut que, d'abord, il y a toujours une question de concertation avant toute action au sein du mouvement. On n'agit pas comme ça. Sauf quand la nation est directement en danger, comme ce fut le cas lors du coup d'État en 2015. Quand il y a des questions qui peuvent nous permettre de pousser un peu plus loin la réflexion avant d'aller de l'avant, justement pour éviter ce type de conclusion facile, eh bien nous prenons le temps qu'il faut avant de prendre des décisions. Et l'expérience a prouvé qu'à chaque fois que nous l'avons fait, nous avons su d'une certaine façon rejoindre une forme de consensus au sein de notre mouvement. Voilà. Et c'est ce qui nous importe. Quand on dit que les gens disent que le ballet ne fait rien, je pense qu'il appartient à tous ceux qui ont la capacité de faire quelque chose sur ce pays, pour ce pays, de se montrer suffisamment patriotes pour retrousser leurs propres manches. Au lieu de critiquer ce que l'autre ne fait pas, peut-être qu'on ferait bien de se concentrer sur ce qu'on peut faire soi-même. Sinon, nous, à notre niveau, on pense que nous faisons déjà pas mal de choses, mais on ne va pas se présenter, voilà, on ne va pas jouer les VRP du mouvement. Voilà, nous savons ce que nous faisons, nous savons le nombre d'heures que nous consacrons à ce mouvement, les risques que cela comporte pour nos familles, la division, nos amitiés, etc. C'est très difficile d'adopter la casquette d'un activiste et de continuer d'une certaine façon, à maintenir une forme comment on appelle ça, de paix autour de soi. Parce qu'on est constamment en conflit avec les injustices sociales. Vous savez le nombre de gens qui nous interpellent sur plein de positions. Si on va sortir tout de suite un carnet, on ne va pas finir de remplir sur le nombre de gens que nous recevons, notamment au niveau du siège, qui pour des questions de lotissement, qui pour des questions comment on appelle ça, des questions sociales la plupart du temps. Et à chaque fois, il faut trouver une façon de pouvoir intervenir pour réagir. Pourtant, ce n'est pas a priori, c'est un sacerdoce. Nous sommes tous engagés au sein du mouvement, pas pour gagner des pépites comme certains semblent le penser, mais parce que nous suivons nos convictions et que nous avons un combat. Voilà. Sur les questions de sécurité, c'est la même chose. C'est l'actualité. Et ceux qui disent que nous ne faisons rien, nous sommes déjà engagés dans 2 actions qui sont, je pense, d'ampleur. Nous sommes même associés à 3 autres organisations de la société civile, notamment l'AMR, l'Institut Free Afrique et SEMFILM, justement pour sensibiliser les populations sur les questions de sécurité. Voilà. Et tout cela, ça fait partie de notre agenda. Je dis que le terrain de la lutte a changé, ça ne veut pas dire que le ballet citoyen a changé son mode d'emploi. Le ballet citoyen s'adapte parce qu'il y a des choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire, que nous aurions pu faire tantôt. Quand je vous dis que nous sommes dans un état de droit, c'est valable pour tout le monde, pas seulement pour les opposants ou pour les gens qui sont au pouvoir. C'est valable aussi pour les citoyens lambda et pour la société civile. La société civile, à force de toujours tirer à boulet rouge sur la société civile, on prend un gros risque. C'est de déséquilibrer finalement cette forme d'équilibre qui fait que le pouvoir, d'une certaine façon, a en face de lui une forme de contre-pouvoir. Donc est obligé de pagailler dans le sens des intérêts du peuple et des masses populaires. Mais si nous n'y prenons garde, à force de tirer sur cette société civile qui est quelque part une forme de sentinelle, et là je ne parle pas seulement pour le ballet,
je fais référence à toutes les formes d'organisation de la société civile et de lutte, on va déranger cet équilibre-là. Et je pense que quelque part, on sera les premiers perdants. Vous voyez, la société civile gagnerait à se renforcer et à se souder plutôt qu'à se diviser. Et chacun, comme dirais-je, d'ailleurs je citerai Rassabra, qui parle toujours d'autrui démiurge de mes malheurs, c'est-à-dire à force de toujours penser à ce que l'autre fait de mauvais ou ce qu'il n'a pas fait, si chacun pensait à ce qu'il pouvait apporter comme pierre à l'édifice, je crois que nous évoluerons. Monsieur Bambara. Mais si vous voulez un bilan concret et chiffré, je peux vous, si vous voulez, à la fin de l'émission, on pouvons vous le donner, et vous verrez que ce n'est pas une petite tâche. On en reparle tout à l'heure, mais pour revenir à votre dernière sortie médiatique, que reprochez-vous exactement au MPP dans sa gouvernance? J'aimerais dire que ce n'est pas au MPP que nous reprocherons quelque chose. Attention, il y a une nuance entre le MPP, qui est un parti pour conquérir le pouvoir, et le gouvernement. Même si le gouvernement, d'une certaine façon, est issu de ce MPP. Le gouvernement est une coalition. C'est possible. Mais en attendant, ceux qu'on juge, de la société civile, ceux qu'on juge ici, ce n'est pas tellement le parti du MPP, mais c'est plutôt ceux qui ont la charge d'exercer ce pouvoir. Et que nous estimons finalement pas suffisamment efficace. Le pouvoir aujourd'hui est entre les mains du MPP, s'il vous plaît. Oui, comme vous voulez, ne jouons pas sur les mots. C'est la même chose. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Mais pour nous, je tiens à préciser les choses, c'est le gouvernement qui est visé. Parce que c'est le gouvernement qui a le plein pouvoir pour agir. Que reprochez-vous au gouvernement? Nous reprochons à ce gouvernement justement beaucoup de laxisme, un manque de courage politique et puis une mauvaise vision. Une mauvaise vision parce qu'aujourd'hui, quand vous analysez la situation à tous les niveaux semble presque catastrophique. Vous voyez, et on ne peut pas dire qu'à un certain moment, c'est vrai qu'on pouvait peut-être s'entendre à ce que ça change difficilement au regard de l'historique de ce gouvernement aussi, il faut le dire, mais on s'attendait quand même à mieux. De la part d'un gouvernement qui est issu d'une certaine façon, plus ou moins d'un consensus national, et qui est dans un contexte surtout post-insurrectionnel. Cela veut dire qu'on sait d'où l'on vient. Maintenant, à notre grande surprise, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de navigation à vue. Et quand on fait l'analyse et le bilan de cette gestion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, il y a beaucoup de problèmes de visibilité même dans l'action même du gouvernement. Il y a beaucoup de laisser-aller sur certaines choses qui me paraissent assez suffisamment sérieuses. Vous voyez, quand on analyse la situation aujourd'hui des mouvements sociaux, un peu partout à gauche, à droite, avec les syndicats, nous ne disons pas que ce sont les syndicats qui ont tort. Vous voyez, nous pensons que les syndicats sont aussi dans leur droit de défendre leurs intérêts, c'est tout à fait normal. Nous allons plutôt responsabiliser le gouvernement qui, lui, a en charge de faire en sorte de taire cette grogne sociale. D'autant que cette grogne-là intervient parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés en avant et qui, semblerait-il, n'ont pas été respectés. Nous disons qu'aujourd'hui, si la confiance entre les syndicats et les gouvernants, si elle est détruite, si elle n'existe plus, c'est la faute aussi de la bonne gouvernance. Parce que ça, il faut devancer l'iguane dans l'eau, comme on dit. Si vous savez que ça peut vous poser des problèmes dans un tel contexte d'insécurité, il faut assumer un dialogue clair et précis. On a mis en place un haut conseil pour le dialogue national. On se demande bien à quoi ça aboutit. La montagne a accouché d'une souris. Et on a plutôt grévé le budget de l'État. Donc, mener un dialogue, c'est bien, mais le mener de façon rondelette et arriver à une conclusion franche qui serve les populations, ça, c'est encore plus efficace. Senghor avait dit à l'époque quoi? Nous préférons l'eau potable pour tous plutôt que le champagne pour quelques-uns. Oui, aujourd'hui, même si les syndicats aujourd'hui arrivent à améliorer leurs conditions de vie, il n'en est pas moins vrai qu'au passage, il y a quand même pas mal de populations et ce sont les plus pauvres qui vont en souffrir. Confère la dernière grève des agents de santé. Donc nous ne jetons pas la pierre sur les syndicats, nous disons qu'ils sont dans leurs droits et c'est normal qu'ils essayent d'améliorer leurs conditions de vie, comme tout Burkinabé d'ailleurs aimerait à le faire. Mais je crois que la responsabilité d'abord, nous responsabilisons ce gouvernement qui quelque part peut-être n'a pas trouvé la bonne formule pour mener le dialogue à terme. Si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est peut-être une question de formule, c'est peut-être une question de vision, c'est peut-être une question de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, pour que, d'une certaine façon, ces plateformes-là puissent être suffisamment solides et nous lâcher un peu, nous permettre d'avoir les mains libres pour combattre contre
cette principale hydre, ce principal ennemi de ce pays finalement qui est le terrorisme. Oui, justement, on comprend aujourd'hui que vous êtes amer contre ce gouvernement pour sa gestion donc de la chose publique, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors aujourd'hui, le gouvernement, quelque part, s'appuie sur l'insécurité et le terrorisme. Je vois que je suis en train vous allez très vite en besoin. Vous dites que ce n'était pas le cas il y a 1 an, 2 ans. C'est pas vrai. S'il vous plaît, on en parlera de toute façon. Vous aurez la parole. Alors, mais le gouvernement s'appuie justement donc sur l'insécurité, notamment le terrorisme, et aussi sur la gestion de la transition. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que le gouvernement le dit haut et fort toujours que la transition a mal géré les choses. Le MPP dit qu'il est venu trouver les caisses de l'État vides. Vous êtes quand même partie prenante de cette gestion de la transition, parce que c'est vous qui avez amené Isaac Sida. Non, je ne vous permets pas de dire cela. Nous n'avons à aucun moment été aux premières affaires. heures, c'est vous qui avez amené Isaac Sida. Vous avez vu dans les images. Nous avons joué notre rôle de citoyen. Vous voyez, le citoyen, c'est ça. Ça vient du mot cité. Donc le citoyen est interpellé pour participer à la gestion de la cité. En tant que citoyen, nous pensons que c'est de notre droit et de notre devoir de faire en sorte que ce pays, d'une certaine façon, puisse bénéficier d'un certain nombre de droits usuels relatifs à une démocratie dite consensuelle. Et c'est ce travail-là que nous avons mené. Maintenant, si vous nous dites que nous avons mené quelqu'un au pouvoir, je suis désolé. La nature a horreur du vide. Nous n'avons pas pour prétention au sein de notre mouvement de conquérir le pouvoir d'État. Ça, c'est le rôle de politique. Mais justement... Si la société civile, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. On vous a vu en conférence de presse avec Yacouba Isaac Sida. C'est parce que nous sommes en conférence. Il y a une différence entre à la place de la nation. Ce pouvoir, le pouvoir de la transition est issu de quoi? Vous ne pouvez pas vous désolidariser de Yacouba Isaac Sida aujourd'hui. S'il vous plaît. Nous ne désolidarisons de rien du tout par rapport à nos actions. Nous nous désolidarisons d'un individu. Nous n'avons jamais travaillé pour un individu. Nous travaillons pour des communautés. Et nous travaillons pour de larges communautés. Ceci est notre mission, pas pour des individus. Vous voyez? Alors, si vous refaites un tour dans l'histoire, vous vous rendrez compte que le gouvernement de la transition a été mis en place par un collectif consensuel de plusieurs forces. Et nous revenons encore là-dessus, comme à chaque fois, des centaines de milliers de fois, ça commence à devenir un discours récurrent. Mais peut-être que bis repetita placens, la répétition est pédagogique. Donc il faut le dire, ce gouvernement a été mis en place par des personnalités issues de la société civile, des chefferies coutumières, religieuses et autres, des personnalités militaires, des personnalités syndicales, etc., des personnalités politiques, de l'opposition comme de la mouvance. Donc aujourd'hui, si on veut dire que c'est le balai citoyen qui a installé la transition, soit on est de mauvaise foi, soit on est calculateur, soit d'une certaine façon, quelque part, où on cherche quelque chose, on a un agenda caché. Sinon, aujourd'hui, nous, on a l'esprit tranquille. L'action que nous avons menée, c'est une action citoyenne. Les citoyens étaient là, des citoyens ont pris des risques, des citoyens étaient sur la place publique, des citoyens qui n'étaient pas protégés de la vindicte des militaires et des forces de l'ordre de l'époque. Les citoyens ont risqué leur vie pour que ce pays, d'une certaine façon, puisse retrouver une certaine forme de stabilité et surtout d'avenir. Donc ces citoyens qui ont pris ces risques-là, tous les citoyens avaient le droit de le faire, y compris les politiques, y compris ceux qui ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Donc, s'il y en a qui sont restés quelque part dans leur salon en attendant un éventuel dénouement pour pouvoir venir profiter de ce pouvoir-là, eh bien, je suis désolé. Nous avons joué notre partition. Voilà. Comme Frantz Fanon disait, il appartient à une certaine jeunesse de jouer sa partition. Et nous sommes même allés plus loin. Nous aurions pu nous en arrêter là et dire oui, nous avons joué notre rôle, nous nous retirons. Nous avons continué. Nous avons continué à chaque fois que nous avons senti que cette nation-là et les intérêts de ce peuple insurgé a été menacés, nous avons continué à aller au-devant des risques, au-devant du danger. Donc, ce qu'on nous reproche, je pense que c'est un faux débat. Et je ne veux même plus revenir là-dessus parce que c'est un éternel débat. Je pense que force doit rester à la loi. Vous voyez, nous sommes dans un pays dit de droit. Parfois même, la loi est avec vous, mais vous ne le faites pas parce que ce n'est pas juste, parce que c'est amoral. À plus forte raison lorsque la loi est avec vous. Donc, je dis, sachons raison garder, laissez ces choses-là à la loi. S'il y a des gens qui reprochent quelque chose aux membres du mouvement, je pense qu'il y a des actions qui peuvent être intentées, toutes légitimes, et voilà, et qu'ils aillent au charbon, et comme ça aussi, chacun pourra se défendre. Moi, personnellement, j'ai la conscience tranquille. Donc, je dis et je répète, depuis 3 ans où ça ne va jamais s'arrêter, qu'il y a autant de colibés, c'est normal. C'est normal parce qu'aujourd'hui, quand vous analysez les intérêts des uns et des autres, vous voyez bien, et puis vous savez, il y a aussi une question de crédibilité. Il faut que les gens se posent des questions. Oui. Lorsque quelqu'un incrimine, il faut se poser des questions déjà lui-même sur son propre CV.
C'est-à-dire lorsque quelqu'un veut trouver à tout prix un brin dans l'œil de son voisin alors qu'il a une poutre, c'est scandaleux. Vous avez des gens qui ont travaillé à déstabiliser ce pays, des gens corrompus, des gens qui ont menti, des gens qui ont détourné, des gens qui ont commis même des crimes, des gens qui ont même fait un tour à la Mako. Et ce sont ces gens-là qu'on doit écouter, parce qu'à un moment donné, quand ils se sentent seuls en prison, ils disent pourquoi ils ne sont pas intervenus pendant leur procès, pendant l'enquête pour dénoncer ces gens, ces soi-disant personnes qui sont amorales. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un sent qu'il a le dos au mur, on veut tirer à coups de boulet rouge sur tous ceux qui, d'une certaine façon, ont un casier judiciaire vierge, et on veut faire en sorte de les ramener dans son camp. Donc, la question même de la crédibilité même des personnes qui interviennent dans ce débat-là rend parfois le climat malsain. Parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de dire tout ou n'importe quoi. Qui, par exemple? Non, vous n'avez pas besoin de dire, je n'accuse personne en particulier. Je dis qu'au-delà des réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont devenus des réseaux même dits asociaux, parce que tout le monde, c'est quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, Facebook a permis et autres ont permis à des criminels de justice ou je ne sais plus quoi de pouvoir juger même des prix Nobel de la paix. Donc aujourd'hui, nous acceptons cette libération finalement, parce que nous sommes aussi pour la liberté, pour le droit à l'expression. Mais attention, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, surtout quand cela menace la cohésion sociale. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Est-ce que vous avez déjà entendu un membre du ballet citoyen pousser quelque part à ce type d'incivisme-là ?